Ah tiens, Tergent, que j'avais déjà lu des choses de lui, ça date. Je sais plus trop en quel contexte. Mmh. Alors là, King Event, en fait, j'ai clairement dû le croiser IRL déjà. Showcase, couple findings, content type confusion. Ah ah. Between WAF and backend, ouais. Clairement, si on avait fait en sorte que le WAF, voit, un content type qui dit, c'est une image, donc c'est pas dangereux et que le backend le comprend comme tout à fait autre chose, ça peut être sympathique. XML request body processor, OK. Request header content type, OK. OK, donc on peut en fait stacker les content types pour essayer d'avoir une confusion, de détection entre le WAF et le backend. Ce qui fait qu'on peut en effet avoir, des impacts un petit peu sympas, un peu chelous, donc pourquoi pas. Oh, c'est sympa. Avoir un body si crade qui passe complètement à travers le WAF, parce que le WAF se dit, «C'est du contenu binaire donc je m'en fous». C'est sympa, donc relativement la même chose en stackant 2 content types et en faisant passer du JSON. Why not? À tout hasard là, est-ce qu'il y a d'autres viewers qui sont à Rennes? Moi je suis actuellement sur Lyon, hein, mais s'il y en a qui sont à Rennes, il y a peut-être un rush à faire dans un bar, ça peut être drôle. Se faire swatter dans un bar par d'autres personnes de l'infosec qui viennent boire des coups avec toi. Ce serait pas marrant? Ce serait archi drôle. Alors what does it work? OK, ouais, parce que j'ai du regex qui est éclaté, hein, concrètement. Peut-être une perfection d'algorithme, un petit body. OK. Bon, plein de discrepancies, donc plein de weird, enfin de comportements un petit peu chelous. Je ne suis plus à Rennes. Alors bienvenue Dakodak, je sais pas que tu étais là et dommage que tu ne sois plus à Rennes. Je sais pas où tu es maintenant, mais ça aurait pu faire un random meet, sécu improvisé. Faire cette confusion, donc pareil, on va stacker les charsets, voire même les dupliquer plutôt d'en avoir un et ça ressemble finalement ça ressemble pas mal à les attaques sur les JSON qui confusionnent. On sort d'envoyer un JSON qui, fait une requête qui a plusieurs fois la même clé ou plusieurs fois la même valeur et suivant les parseurs, c'est soit la première, soit la deuxième clé, soit même du milieu des fois, soit un autre complètement random qui va être gardée. Ce que ça permet, ça, c'est que si on fait passer une première requête et qu'elle dit: «Ah ouais, je suis le front et j'ai vu que le prix, il était positif». Même pas je comptais, hein, disons qu'il y ait un service mesh avec, plusieurs étapes de validation. On peut avoir le premier qui dit: «OK, j'ai vu cet int, il est positif, ça part en prod» et le backend qui sait que le enfin, le deuxième backend sait que le premier backend a fait la vérification, donc il met trust et là, en fait, la deuxième clé du JSON contenait un int négatif et paf! On achète un produit à moins 20 000 balles et vous êtes désormais riche si pas en prison. Bah, très sympathique. Très sympathique, c'est vrai que stacker les content types et les charsets, ça peut clairement faire des choses, hein, de toute façon, le parsing HTTP est tellement je ne sais que dire, est tellement parsing, comme tous les types de parsing, quoi. Alors, le Word of ESI Injection, ça, c'est très sympa. Edge Side Include, ça ressort tous les 2-3 ans, j'ai l'impression, c'est chouette. Il y a un ou 2 bons chals sur Rootme qui ont été faits avec ça. L'idée, c'est que vous allez avoir du contenu dans votre page qui va être render non pas par votre backend, pas par le front, mais par les proxys qui sont sur la chaîne, voire les edge nodes, si vous faites, du CDN vraiment, sur le bout du bout. Et donc, vous pouvez avoir des gros blocs de votre page, des grosses parties qui vont se faire complètement stripper, ou générer à la volée. Donc par exemple là, il y avait quelques exemples qui étaient sortis pour des bypass de WAF. Ça, c'est pas vu comme une balise donc cette payload n'est pas vue comme une balise script. En revanche, quand ça revient vers le client, toute la partie ESI, là c'est du commentaire, mais ça pourrait même être un code qui, demande d'afficher une chaîne de caractères vide. Tout ça, ça se fait stripper et donc on a une petite payload qui passe crème et il y a moyen d'avoir, il y a toujours moyen d'avoir de la RCE ou des choses comme ça dans ceux qui vont render le SI. Après, ça permet d'avoir de la XSS à pas mal d'endroits et ici, il y a une injection qui est censée être une XSS reflected, par exemple. On va dire plutôt une XSS stored. Si on arrive à stored un tag ESI qui est pas malveillant ni pour le front ni pour le back,
et que quand les clients le demandent et se le renvoient à render, on arrive à avoir quelque chose qui génère une XSS. Derrière, ça part en call takeover, voire RCE dans la foulée. Donc ça peut être très sympa. XSS Sofa. J'espère qu'ils en parlent un peu plus que juste du bypass pour l'XSS parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites avec. Takeover avec l'XSS, ouais, ouais. Bon, et ben, la moitié, je vais pas dire ça tout de suite. Alors, peut-être que l'utiliser pour avoir de la SSRF en plus, juste cette part. Bon, clairement, ESI et XSS to the moon. Ah, c'est vrai qu'il y avait du add header aussi, parce que vu que la requête passe par le proxy, ça veut dire qu'il y a moyen d'avoir de l'open redirection ou peut-être même d'ajouter des headers qui ont un format un peu broken. Ça pourrait permettre d'avoir par exemple du contenu réfléchi dans du CSS, donc qui ne pourrait pas a priori faire d'XSS, mais demander d'ajouter un header qui dise content type text HTML pour que du reflected CSS ou reflected text devienne reflected XSS. C'est sympa, c'est sympa. Alors là, clairement, hein, je ne parle pas chinois. Google parle chinois. Qu'est-ce que c'était celui-là d'article? C'était HTTP, Magic Way XSS dans HTTP2. Bon, on peut pré-shot, hein, ça va être de la désynchronisation avec des choses qui vont se faire réécrire sur la réponse client. Ici, ce push index. Donc clairement, ils arrivent à faire envoyer un peu de données en trop. Push ressources. Je trouve tellement motivé les gens qui trouvent des bugs sur HTTP2. Parce que autant HTTP1 c'est du plain text et on peut lire et puis modifier les chars et puis ça passe. Dès qu'on passe sur des protocoles un peu plus binaires, donc je pense à ça, je pense à du gRPC, je pense à je sais pas, ouais, de la JP, du HTTP2 ou autre. Dès qu'on passe, je pensais à les protobufs aussi. Dès qu'on passe sur des protocoles binaires, ça veut dire qu'on peut plus juste afficher la donnée, la modifier et continuer. D'un coup, on est obligé de parser, faire des outils qui vont afficher, mais qui vont afficher à leur manière en ayant parsé la donnée, donc ce sera pas exactement ce qu'on est en train de manipuler. Bref, c'est infernal. C'est pour ça d'ailleurs je pense que Burp galère autant à avoir, Burp Suite, hein, galère autant à avoir à la fois de l'HTTP1 et de l'HTTP2 qui peuvent être affichés dans le petit pane de Burp. Enfin, pour faire dans le proxy, dans le repeater, parce que c'est tellement une galère d'avoir différents formats, certains capcepts des null bytes, des dés qui vont être encodés, des qui vont être en raw. C'est assez infernal. Alors, Miracle One, Vulnerability to Rules Them All, c'est prétentieux de ouf. Ça affecte plein de produits sur Oracle Fusion Middleware, ok. Manipulate RCE dans des produits Oracle, ok. Ok. Bon, très bien. ZDI, très bien. Ok, l'XXE, en 2021, ça commence à faire mal. Il est temps de mettre des parseurs CUI default. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont de la serviette unserialize, de la JNDI, on est tous passés par là. Upload FNDBC package. Bon, upload un package forcément perdu. JNDI again. Désérialisation T3. Dommage. APS Web Module. Ouais, bah Java, hein. Java be like JNDI unserialize XXE. Java. Alors, Oracle, ADF Faces, désérialisation de mémoire, ça c'est un petit truc qui fait du templating, les Faces. Templating ou gestion de session? Petit doute. Alors, essayer de récupérer les ressources. Très bien. Ça fait du ressource loader find ressource, très bien.
Des call stacks longues comme le bras, en même temps on est en Java. Et on passe tous par du remote app oh là là! C'est sympathique. Des méthodes qui semblent sympathiques, genre find ressource où tu donnes juste, une URI. Donc ça d'ailleurs on pense à SSRF et pourquoi pas, mais ça finit par tomber dans du remote application resource loader. Ça crie un peu: «Donne-moi ton jar, que je l'exécute», mais get path bin, bah, clairement. Donc c'est long, c'est long, c'est long, mais ce que ça fait, c'est que ça va récupérer, parser un truc, register différents patterns avec différents handlers pour les profiler, modifier et charger différents types de ressources. Sauf que clairement, rich jar resource loader, bon bah du coup là il va faire un http://jar, je pense. You have to trigger the bug looks like. Context app, AFR, full bar. OK. Il donne pas la payload, show me payload. Universal gadget chain, pourquoi pas. Show payload. Déjà. Parvis. Pour voir un petit peu, ce qu'il utilise. Alors, security login, OK, redirect vers donc 580 abonnés. Alors. Qui va choper une ressource de type ADF. Je pense que là, c'est le serveur qui se lance à droite. Non, c'est pas des queries, OK. Très bien. Donc c'est, charger des ressources à distance et faire en sorte qu'elles soient unserialized et quand elles unserialize, faire en sorte qu'on ait la bonne gadget chain. Sauf que c'est tellement des bloatware avec des millions de choses. Quand c'est non, tu as pas raté 98% du stream, tu en as raté je pense, une moitié peut-être. Allez 2/3, on arrive quand même sur la fin. Les rediffs seront disponibles, je vais le temps de les monter. Sauf que je pars de chez moi demain midi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Au plus vite. Au plus vite. Alors, prot SSRF, ADF face ouais bon, de toute façon SSRF into unserialize, c'est de la RCE pré-haute. C'est joli. Et d'ailleurs, je sais pas à quel point ils ont fait des patchs, mais vu le nombre de ressources qui étaient gérées, il y a sûrement encore moyen de faire tomber 1 ou 2 bugs, du au mieux. C'est le gadget chain, cache loader, cache loader, cache loader. C'est OK. C'est bien en fait, il y a class loader partout, si vous cherchez des gadgets, vous faites CTRL F class loader et pour arriver à les chaîner, hein, mais c'est un des pour avoir in fine du read object et trigger le for inserialize. Enfin, trigger inserialize dans read object, puis avoir les bons gadgets. I have seen this one, class helper et c'est sympa les is reflection allowed qui au final, target is set blacklist. Concrètement, ça veut dire qu'on regarde s'il y a de la whitelist pour, le unserialize et ils vont juste faire en sorte d'avoir un objet proxy qui semble inoffensif, mais va, passer cette whitelist et demander d'être serialized qui est quelque chose de bien. Donc ça va juste, ça fait que retarder l'échéance. Je coupe le petit schéma. Donc leur patch c'était quoi? Formuler encoded string, OK. Une oracle machin. Alors pour montrer un patch, c'est bien de montrer un diff.
L'original, il y avait from URL encoded. Juste ça, et là ils disent log is finer. Cette instance où query est nul. Ok, donc là ils font plus get query, mais il faut vraiment get pass. Ils retournent instance. Quoi? Guest instance, from string, instance pass. Ça sert à quoi de le get pour le loguer si de toute façon il retourne instance mais pas le pass? Il log un truc qui semble pas être utile. Tout ça pour le loguer pour que ça finisse dans du log4shell. Admettons. Pourquoi pas. Et donc ça c'est quoi? Master, LRL wrap, donc c'est son reverse shell. Très bien. C'est quoi qui donne le split? J'aimerais bien regarder juste le source. Mais il l'a appelé XP. Non. Non. Voilà. Non, c'est quand même smart le fait de mettre un article de la doc pour que ceux qui veuillent chercher, comprendre puissent, et qu'il n'y ait pas du open bar payload. De toute façon, ça arrive bien assez vite. Salut la Kodak. Bonne soirée. Alors, arbitrary object instantiation en PHP without quelque quoi. Faire du. Okay. Clairement, cette syntaxe, elle est incroyable. Il y a d'autres manières de la voir et ça permet de RCE. Il y a des patterns comme ça, même si c'est pas new A de E, parce que là c'est classe de paramètres, et des fois on voit juste A de B, et c'est généralement appeler la méthode qui sera contenue dans la méthode. Si ma variable A vaut le string system, ça va appeler système de B. C'est horrible. Je sens que c'était censé être drop en PHP 8. Je sais pas si c'est le cas actuellement. On peut regarder. Live. Alors, DL, Tmux, bam. PHP, version, PHP 7.3, PHP et A, qu'est-ce que ça nous dit? On a dit que function égale système. Function eval because. Ah ouais, c'est moi le outillage. Alors, PHP-A, on a dit function égale système. Let's go. Et maintenant, si on fait function ID, attention, vous allez voir qu'on peut le jouer sur la machine. Je vais avec open. Ah ouais? Oui, ça a été changé même dans cette version. Ah, si on tente un truc genre ça. Et on va essayer de se mettre sur un PHP un peu plus vieux. Là, on a dit qu'on était sur du 7.4.33. Si on va sur du. Est-ce que j'en ai un? SDF, PHP, global. Global, PHP. Et j'ai que 7 et 8, donc un peu chiant par contre. On va faire dockit entry point sh php 2.5 h-l des fois que ça fait marcher. Du coup le PHP, et on va se mettre dans un petit docker PHP 5. Un peu de bash. Bash du coup. Ok, bash-l, on est bien, php dash version, ça nous dit ça, et là si on dit php-a, on est dedans, on dit function égale système, virgule, et si on dit function de id, bam. Donc ok, la fonction a déjà été drop sur les versions récentes de PHP 7, mais ça fait qu'une variable pour écrire un string et se faire appeler comme ça à la volée. Ce qui est ultra tradoc. Donc ils ont décidé de le drop. Et donc ça marche à peu près pareil avec ça.
Mais du coup, je me demande dans quelle mesure, ça, c'est pas aussi désactivé dans la partie de le fait de pouvoir faire de la génération d'objets aussi. Peut-être que new est plus permissif. Et donc là, il nous montre quoi? Il fait du LDAP avec. OK. LDAP Document Manager, très bien. Regarde le code source. C'est vraiment éclaté. Ça va être un petit lab sympa ça. Faudra que je me mette dans les labs pour jouer. Donc new A2B via custom class autoloading. Clairement, si on a de l'autoload, ça veut dire qu'on a pas mal de méthodes sympas qu'on puisse changer suivant les libs qui sont présentes. Et avec les built-in classes, ça c'est sympa. Ça veut dire que même si on n'a pas d'autoload, on peut faire des choses intéressantes. Lister les classes déclarées, cool. SPL file object. Ah, SSRF plus tard, sympa. Pourquoi pas. PDO de ça, très sympa aussi. Après, je me demande dans quel cas on peut pas faire directement soit SPL, soit PDO de faire quelque chose, ou directement de Gopher et essayer d'aller taper sur des services en écoute sous client XXE royal. Royal. C'est-à-dire file read, SSRF, potentiellement file write. Et Magic, ça veut dire que sûrement il y a de l'RC aussi. Magic, scope, demander de l'aide, ok. Et ça SSRF parce que Magic va parser un petit peu à scope. C'est ça qu'on va chercher. MSL. Qu'est-ce que c'est que le MSL? Magic Scripting Language. Bon, bah, scripting, ok. Donc, c'est un petit équivalent des PostScript, GoScript et j'en passe pour RCE. Magic Argument Recated. Oh! Ça, c'est très très sympa aussi. Je sais pas si c'est toujours vrai, mais si c'est le cas, Yanzax, si jamais tu m'écoutes encore, faut qu'on essaye ça dans les jours qui viennent. Donc lui, clairement, je vais me le mettre dans les... Square bracket pour les laines, ça c'est connu aussi, mais c'est hyper efficace. Cause to curl. Oh, petit trick très sympa aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? External programme, ok, donc en effet si on a Magic et qu'on a des schemes qui sont mappés à autre chose, il y a sûrement de l'injection de commandes ou d'arguments, ça peut être assez sympa. Aussi, Magic peut être mappé HTTPS à curl pour ensuite faire de l'injection d'arguments par là. Voilà, c'est très sympa. Pas mal aussi le truc de faire hang avec un serveur ouvert pour avoir le temps de taper les posts. Il est pas mal cet article, hein. Pas mal, il donne pas mal de techniques, les Magic en plus avec le proc. Ouais, moi celui-là j'aimerais bien voter pour lui, clairement. Clairement sympa. Donc clairement, là il parle de texte FD pour faire crash, il suffit de prendre F0 et ça crashera pareil. Par contre, c'est vrai qu'avoir ça, ça peut être très sympa. Il y a un truc qui consiste à utiliser les fichiers de conversion pour avoir une partie des métadatas de l'image qui va être convertie, qui est reflétée dans le proc file system, donc en proc, PID et file descriptor quelque chose, pour au final être réouvert par la payload, ici le FD, file descriptor, et donc arriver à avoir du flood ou du eval à la volée. Ça peut être sympa. De la XXE, de la SSRF, et comment il change ça? Ah, donc c'est ce qu'on disait. Il y a les temp session files. Très très bon article. Vraiment full PHP, mais très 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 qualitatif. Qui peut être réutilisé dans pas mal de cas. Bon, clairement, j'ai pas mal aimé le papier de PyNerd pour Java et les extensions. Et celui-là est top aussi. Et d'ailleurs, il a fait un caminage. Très beau. Alors Zimbra Mail, pareil, c'est un très beau papier de Sonar Source que j'ai lu il y a quelques temps.
Si de mémoire, c'est le qui peut utiliser une espèce de DNS interne custom pour arriver à faire du takeover de comptes lors de password reset et donc arriver à choper des comptes, des mails, des choses comme ça. Root caching, ouais, c'est ça. Lisez-le, il est trop bien. C'est, un protocole qui fait du, heu, pick and poke, donc sauvegarder une valeur et pouvoir la récupérer, mais ça fait ça en plain text, donc avec de l'injection de new line, en créant un nouveau compte ou en envoyant des données. On finit par pouvoir injecter une nouvelle route et donc faire en sorte que quand, le back-end pense répondre à un utilisateur en particulier, il nous réponde à nous. Article incroyable, top 3 clairement, top 3 direct. Alors, il nous reste combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waouh, vous êtes 3, vous avez été braves, ça a un peu fluctué tout le long. Il y a 10 personnes, mais là, les 3 qui restent, bien ouais. Alors, spellcasting and evil beans, qu'est-ce que c'est? Ça va clairement être de la SSTI en Java avec du spell, donc Spring Cloud Gateway Service, pourquoi pas? Est-ce que c'est Actuator Gateway? OK, c'est ça. Actuator Gateway, très sympa. C'est un système Java qui fait qu'on peut demander Actuator à la base, c'est, édition, modification de config, ou ou voir exposer du Jolopta, c'est beaucoup précieux pour aller, jouer avec du JMX mais via HTTP, donc un petit bridge protocolaire. Et du coup, ce que fait le gateway qui est placé dans Actuator, la gateway, c'est qu'elle permet de créer des routes un peu à la volée. Ça a pendant très longtemps et même moi à 3 ou 4 reprises, j'ai utilisé ce genre d'exploitation pour créer une route qui, quand je la tape sur un VHOST particulier, va taper la loopback. Donc pas mal, assez efficace, pour de la SSRF et au final, il y avait de la SSTI dedans tout le long et personne l'avait trouvé jusqu'à 2022 alors que vraiment ça existe depuis sacrément longtemps. Donc je sais pas qui a pensé à le faire, si ça a été trouvé en blind par un fuzzer ou par du burp ou autre, mais clairement, on est juste tous pendant des années passés à côté d'une RCE ultra triviale, alors qu'on faisait de la SSRF et qu'on galérait. Donc c'est cool, très bon, clairement celui-là, il est sympa. Faudrait peut-être lire l'article en entier pour savoir comment ça a été trouvé, mais heu, mais c'est nice. Code White, bypassing.net sérialisation. Alors ça, si c'est bien celui auquel je pense, il y a eu un système de deserialize qui a été harden, puis chiffré, puis hashmacké, puis hashmacké et chiffré et compressé et au final, ils ont oublié que la même variable avec 2 underscores devant, ça marchait pareil. Est-ce que c'est celui-là? Ça a pas l'air d'être celui-là. C'est absolument pas celui-là. C'est absolument pas celui-là et c'est clairement du low level. Enfin bon, c'est du .NET donc ça se désérialise bien, enfin ça se décode bien, décompile bien, mais flemme quand même. Alors, insecure serializer, binary formatter and swap formatter and nananana ne devrait plus être utilisé. Le legacy code devrait être migré, autant dire dégagé. Et si vous voyez du serialization binder, voir comment la résolution des types se fait. Très bien. Et ben, je vais skip pour le moment. Moi qui ai un TLDR assez précis quelque part. Donc c'est une string rotation. Ouais, bon, clairement, parser into unserialize avec sûrement des petits bugs qui rendent ça exploitable, genre du parsing lax avec de l'UTF-8. La signature, pourquoi pas. Ah, faudra le lire plus précisément. Il y a moyen qu'il soit quand même assez intéressant pour ce genre de techno en particulier. Alors, OWA SSRF, Tap Shell Exploit, ça ce sont les exchanges en effet. Il y a eu tellement de bugs sur Exchange cette année. Des payloads comme ça sur des honeypots, j'en ai récupéré un paquet. Donc tester pour avoir une SSRF, OK. Explicit logon, pourquoi pas.
Donc il y a un /WA qui fait un pré-routage. Ouais, pré-routage, puis c'est mal compris et ça essaye de router vers autre chose, quoi. Et donc c'est SSRF. Et qu'est-ce qu'ils en font de la SSRF? Reach other endpoint du backend comme /po AMDR. Très bien, SSRF, tapez /PowerShell, exécutez une commande, fin du guide. Ah, restricted PowerShell session. Ouais, ben, Microsoft Exchange, quoi. La base. Fait des bonnes requêtes, bien crado. Good. Assets Notes, ils ont fait des trucs pas mal sympas cette année aussi. Exploited Static Site Generator. Quand le statique n'est pas statique. Très bien. Est-ce que c'était pour la partie Cloudflare? Non, on dirait pas. Hostname is missing. Ok. Pas forcément envie de tout lire, mais il parle du coup des générateurs de sites statiques, JQ, Gatsby, Next et autres. Netlify, RCL. Ok, donc là il parle aussi de toutes les plateformes qui permettent de render des sites pour vous. Je sais pas ce qu'ils ont présenté, si c'est plutôt côté front ou si c'est vraiment du quand vous demandez de faire build votre site, bah, on arrive à faire complètement autre chose. Site Buzzering Me. Ok. Donc ok, c'est du site statique en fond, mais c'est plutôt la partie reverse proxy qui va être tapée. Parce qu'on voit qu'ils ont un bug de parsing URL qui va essayer de faire une deuxième requête. Après clairement, hein, si c'est du code statique, mais que derrière c'est servi par un par un serveur qui lui ne l'est pas, et Dieu sait qu'il y a forcément du code, même pour servir un bucket S3. Il y a forcément du code qui est là, qui bind à une socket, qui met en écoute. There is no such thing as static, même si on peut s'en approcher. Et donc il doit y avoir un bug là-dedans, ils sont allés prendre source, c'est clairement du Node, ou des No, ou d'autres dérivés du JavaScript. Et donc ils ont trouvé un moyen d'avoir de la SSRF dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Bon, ça impacte pas mal de monde. Ils ont utilisé le paquet de Netflix. Pareil côté Gatsby. Je sais pas si c'est des codes qui étaient open source de base ça, ou si c'est ils ont passé leur RCE, enfin leur SSRF ou RCE et ensuite ils se sont dit, «On va maintenant analyser le code source». Alors await fetch remote file. OK. Donc de la SSRF, puis de la SSRF qui permet que les images, mais est-ce qu'ils ont du SVG? Ils ont du SVG qui, une fois qu'il sera parsé, fera sûrement des dingueries. Là, ils mettent quoi dedans? Ils mettent sûrement des paramètres avec raw, peut-être la taille, sûrement de la conversion. Ça aussi, le RGF. Let's go. From ouais, c'est ça. Weight, width, height, format raw et quality 70. Et donc derrière, ils ont de la SSRF avec un petit peu de ils ont de la SSRF qui affiche le contenu. Donc côté cloud, ça fait qu'ils ont plus une SSRF. C'est chiant. Une SSRF dans le cloud, ça sent mauvais, ça leak des credentials et ça fait du drama. Alors prototype poisoning, prototype bug exploit, OK. Est-ce qu'ils font que du JS ou est-ce qu'ils parlent aussi des récents prototypes pollution similaires qui sont sortis en Python? Si c'est juste prototype poisoning. Big attack, permet d'avoir donc du JSON, permet d'avoir de la RCE, ou de changer des membres, des paramètres, on va clairement pas pouvoir écraser de la méthode, mais on va pouvoir écraser de l'attribut. C'est relativement identifiable par des SAST tests, pourquoi pas, on s'en fout un peu. CodeQL, ultra bien.
Si vous n'avez pas lu l'article de, Hugo, sur ce sujet de Synaptic qui est très chouette, faire de la recherche de gadgets Java et de code QL. C'est assez dommage qu'il ait pas été, mis dans les nominations. Cette soupe. Bon, clairement, il parle juste de prototype pollution. C'est un bug ultra intéressant, ultra utile. Est-ce que c'est novateur? Non. Est-ce qu'il fait autre chose parce qu'il parle de poisoning? Je saurais pas dire. Ah si, poison. Pour le poisoning, c'est quand un attaqueur passe à une structure contenant proto. OK, il faut que proto soit assigné à un objet, enfin proto en clé bien sûr et autre chose. OK, et prototype pollution, similar but different. Ouais. Prototype pollution variability can affect parent object, prototype by chaining multiple proto. OK. Structure containing a proto file, field prototype assignment object. OK, en fait, il y en a un qui est en one shot et l'autre qui est en récursif, quoi. Pollution récursif, on peut aller attaquer le parent et proto, c'est on va juste, changer une instance d'un objet qui en découle déjà. La différence entre du, shallow enfin shallow, copy ou deep copy. Alors, in GUID we trust. J'aimerais bien que ce soit du Linux et du shell. UID, pas du tout, c'est juste du web. Alors, c'est normal. Un UID, très bien. Il y a plein de versions d'UID qui font différentes choses. Donc, un UID pour de test. Et donc, différents UID vont avoir différents usages. Il y a du random, il y a un système de groupement d'UID, un système de UID qui prend en compte le temps. Vraiment, il y a des UID et des JUID qui peuvent être utilisés en fonction d'un usage. Prenez pas un truc random au pif, parce que c'est marche pas comme ça. Alors, password reset functionality, trop chouette. Un petit tool pour très chouette ça. Pareil, ça va dans les tools à poker. Avoir un petit tool qui permet d'analyser l'UID ainsi que son contenu, sa date, c'est super chouette. Et d'en générer des qui vont avec. Donc pour faire des conflits, pour faire de la réutilisation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Clairement, je pense qu'il y a pas mal de sites où, incrémenter un UID ne suffit pas, mais si on a le tool qui incrémente la bonne partie, qui respecte un potentiel checksum ou, cycle de clock ou autre, c'est cool. Cookie du tooling, assez trop minimaliste à mon sens pour, être non pas pour être nominé, enfin pour, oui, il fait partie de la liste des nominés. Je pense pas qu'il fasse, podium, mais par contre, super cool qu'il ait sorti un tool. Parce que clairement, il y a à faire une étude un peu plus sur, du volume et quelques frameworks à la fois. Framework React gna gna gna, de quoi? Universal XSS on Netlify Next.js. Ils ont pris tarif Netlify. Cette tuerie. Alors Web3 hidden attack surface, Universal XSS. Web3 website. Ah oui, s'il s'est chauffé pour aller prendre un site qui est hébergé, en mode, blockchain décentralisé, tout ça, pour aller taper de la XSS universelle dessus, oui. Alors, quand on a approché ces sites en tant que bug hunter avec différents niveaux de compréhension et différents modèles, on s'est concentré sur différentes manières de compromettre l'intégrité de ces sites. On a fait gaffe en particulier à comment les ressources étaient importées dans le site. Donc CDN ou logo, où est-ce que, enfin, où est le stockage et quand modifier la réponse de la page en fonction du DOM, de file upload, OK, file web classique. File web classique plus stockage de la donnée. Et en effet, c'est vrai que ça change pas mal la donne. Quand il y a ça, on s'en fout. OK. Défi website on top of, OK. Alors discovery and findings, ils ont vu que quand ils faisaient un get sur ce truc-là, qui ressemble clairement à l'image de CDN, enfin une URL de CDN, mais en next, modified DOM ou toutes les belles images redirigent vers next. Ça, c'est plutôt normal parce que on veut que l'endroit où les images sont gérées, routées, soit présent. Enfin, que ça fasse le routage correctement, quoi.
Steam Provider charge les ressources côté server side et met tout dedans. Et donc ils ont vu 2 choses, que quand on charge une ressource, ça suit les redirections HTTP, donc on peut faire, des trucs assez sympas, même vers les sites externes. C'est de la SSRF du coup, Open Redirect. Alors Open Redirect plus passe traversal égale ouais, full redirect, OK. OK, donc c'était que côté France, donc Open Redirect mais pas SSRF. Pourquoi pas. Alors cross-site scripting, server side ah! Ah! Je me dis que tu aurais de la SSRF, mais ça j'ai l'impression que ça conflicte avec l'autre bug qu'on a review, il y a littéralement, 10 minutes. Ça c'est un petit peu overlap quand même. C'est clairement un duplicate, l'un de l'autre et ça se termine en SVG aussi. OK, intéressant, je ferai voir qui est à l'antériorité du bug et de toute façon, c'est intéressant même sans ça. Eux, ils ont l'open redirect en plus, mais quand il y a une SSRF à côté, l'open redirect elle est bien gentille, quoi. Alright et dernier des articles à review ce soir et je vois que vous êtes, 3-4 à être arrivés d'un coup. C'est le dernier. Alors bypass CSP using WordPress by abusing same origin method execution. Same origin method execution. Pourquoi pas? Passons un petit peu. Tout scénario found CNP can bypass if WordPress is hosted on the website CSP. Cette phrase cette phrase bizarre. 2 scénarios dans lesquels le CSP peut être contourné si WordPress est utilisé sur un site qui utilise des CSP. C'est vrai que contourner des CSP s'il y a pas de CSP, plus complexe. Nettement plus complexe. Website qui n'utilise pas WordPress, mais qui ont un endpoint de WordPress en same domaine ou subdomaine. OK. Donc en effet, là, ce serait le cas où on a, un site, normal qui a leur site de démo plus un WordPress d'un côté, sur un subpass ou un domaine pour avoir un blog. Et le second scénario, c'est site hosté sur WordPress, donc le vrai, qui a des CSP. Relationship with CSP. OK. Donc là, ils sont en train de dire WordPress est vulnérable quand il est hosté chez le vrai WordPress. Aïe, dommage. Alors, si un attaquant trouve une injection XML, on s'en fout un peu. C'est vraiment la pire fonte pour lire par contre. OK, donc JSONP, pour ceux qui découvrent, ça permet d'avoir du JS qui va être reflect. Donc par exemple, pour pouvoir spécifier un callback qui doit être appelé. Donc là, je pense qu'attaquer input va être, reflect quelque part. Le Et ça permet d'avoir un peu de JS qui va être réfléchi, mais pas forcément appelé. Parce que c'est là, si on contrôle le JSONP en direct, qu'une page HTML qui utilisera ce JSONP, on pourra le contrôler de la même manière. Ça, souvent, ça va plutôt être hard-codé. En tout cas, ça devrait l'être. Alors, WordPress ships with a hidden and user controllable JSONP. JSONP, en vrai, faut pas s'inquiéter, il y en a partout. Il y en a sur Google, sur Spotify, sur Deezer, sur PayPal, vraiment juste en regardant un petit peu quels paramètres les fichiers JS ou même des slash, dans l'URL prennent. C'est assez fréquent qu'on ait du JS qui contient une partie partiellement contrôlable. C'est clairement pas pour autant qu'on a une XSS directement. Par contre, il y a pas mal d'XSS qui sont durs à obtenir, mais qui, sont rendus possibles avec du JSON. Donc en effet, hein, si s'il y a une CSP, donc Content Security Policy, qui fait qu'on n'a pas le droit d'exécuter du JavaScript, mais que derrière on peut, en tout cas pas le nôtre, mais que derrière on peut utiliser WordPress pour refléter du JavaScript qui lui sera servi sur le bon site et donc sera sûrement, validé et ben, du coup ça marche. Moi, si la recherche consiste juste à dire qu'il y a un endpoint qui contient des JSONP, c'est et potentiellement bypass des CSP core, c'est moyen comme recherche. Je suis plutôt d'accord, mais en même temps, là, on en est à un tiers de l'article, donc on va pas cracher dans la soupe. Want to focus CSS on the victim to auto submit the above form. On click on submit, not possible. Cause need to inject.
Unrestricted JavaScript in the callback, some tricks, reflect the submit. Mmh. Faire en sorte que le submit fasse un post, mais fasse quand même trigger le JSON-P. Bah ouais, en mettant les paramètres dans le click ou dans le submit, non? Voilà, click, ID et name qui deviennent des paramètres et c'est en JS pur, c'est un peu jQuery. OK. Trusted domain returning something like donc l'idée, c'est d'utiliser le JSON-P pour trigger une XSS qui fasse un submit de forme. Oh, il y a valid attention accessibility internet. OK. Donc il y a une XSS. Oui, de toute façon, oui, on parlait de bypass de CSP, on parlait pas du XSS. Donc si on a une XSS, elle est bloquée, on fait en sorte qu'elle aille trigger le JSON-P suite à suite avant ou après le post? Wow, waouh! Alors, la victime visite un site contrôlé par l'attaquant. Ça ouvre une fenêtre, enfin ça ouvre une deuxième fenêtre qui va waouh, c'est ultra pas clair. Plus de diagrammes, plus de bonhommes bâtons et moins de flèches. Save the victim page and contains button. OK. En fait, ça va vraiment regarder, pas le référeur, mais le opener. Donc c'est l'espèce d'état, l'espèce de conservation d'état qui est fait côté front, pour savoir un petit peu sur quel site on est et si on a le droit d'exécuter ou non, certains bouts de code. Donc là, en faisant un tricks de j'ouvre une fenêtre et je m'auto-redirige vers moi-même avec le JSON-P, on arrive à dire c'est du JS sur la bonne fenêtre, vers la bonne fenêtre, vers le bon domaine, vers le bon domaine. Donc t'inquiète, on peut l'exécuter. Fling DOM reference install. Waouh! Très bien. Donc concrètement, ils sont débrouillés pour, fucked up le state, heu, compris côté front-end pour que ce soit suffisamment, le suivant du précédent, du précédent, du suivant, du précédent de ton voisin, de ta sœur, pour avoir le même domaine et que ça passe. C'est ultra smart en vrai. Ça a dû être très dur à trouver et encore plus à débugger, mais c'est ultra smart. Je sais pas ce que tu en penses, par contre, faut quand même une XSS sur WordPress. Ouais, faut pas une XSS sur WordPress, faut une XSS dans un plugin de WordPress. Mais après là, le mec, il le dit, hein, ils disent clairement, c'est un bypass de CSP, s'il y a de la CSP plus, que le JSON-P est accessible. C'est un peu avec des préconditions, mais le tricks est quand même sacrément intéressant, je trouve. De le remplacer vers lui-même, qu'il fasse une redirect vers lui-même, qui utilise le JSON-P pour trigger le bon truc, clairement, hein, moi je l'aurais pas trouvé. Je trouve ça solide et je trouve ça surtout impressionnant que quelqu'un arrive à se motiver pour dire: «OK, j'étais à ça d'avoir une XSS, maintenant je peux aller, faire un autre projet ou essayer de bypass de la CSP sur de l'XSS WordPress» et il s'est dit: «Je vais le faire, je vais le faire, I'ma do it». C'est pas trop mal, XSS, RCE, même s'il y a une CSP en gros, puis une XSS. Ouais, il faut l'XSS, mais en plus là, il y a un autre truc qui me chagrine, c'est qu'on parle de reflected, il me semble? iFrame, YouTube, non? Ah non, attends, peut-être pas. Là, le plugin, script, OK. Ce qui serait intéressant, c'est si c'est store, c'est OK, mais si c'est juste reflected, OK, c'est sympa. Attends, c'est sympa, c'est quoi? C'est juste lent, mais ah OK, c'est le temps que ça redirect. Donc ça met une image, super, c'est pas long. Et là, ça close et redirect vers ça. Non, OK, c'est de la j'avoue, là, ça devient intéressant. C'est clairement pas de la reflected. C'est clairement pas de la reflected, c'est le fait d'avoir donc sur un site contrôlé par un attaquant, un form qui va enfin, une redirect, puis un form qui submit pour trigger le JSON-P.
pour trigger avec CSS. Non, non, c'est stylé. C'est stylé parce que là, on passe de, toi Yanzax, tu visites, mon site, Cyclofshare et d'un coup ton WordPress, s'est fait, RCE. Non, j'aime bien, j'aime bien. Enfin, c'est fait, takeover donc RCE. C'est pas mal, c'est pas mal donc on a review combien? Combien de lignes ça fait ça? Bam, 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 line, counter. Compteur de lignes, bien sûr, on est allé un peu vite sur certains. On a fait ouais, c'est vraiment du front ça. On a review 40 articles sortis au sein de cette année 2022, de cette précédente année 2022. Je sais pas trop qu'est-ce qui en sortira, vis-à-vis du vote public. Bam, facecam. Je sais pas trop ce qui en sortira au niveau du vote public. Moi, clairement, j'ai bien kiffé la partie PyNerd, j'ai bien kiffé, bon, les parties PHP, les parties confusion, enfin, collision au niveau des caches, le petit, spell dans putain, je suis sur Zimbra était incroyable, le spell casting dans la Actuator Gateway était incroyable. Mmh, ouais, que de beauté. J'aime beaucoup la WSSDK, qui fallback en piochant dans tes clés. REcollapse, c'était incroyable. Enfin et faut l'utiliser, il faut trouver les bypass. Salesforce, c'est intéressant parce que clairement, je me suis pété les dents plusieurs fois et savoir que c'est éclaté point de vue IDOR et gestion des privilèges, c'est top. Et j'en ai raté 38, mais non. Rediff, is OK, rediff. Et le Django quand même très intéressant aussi. Given a SSTI, on peut choper des haches et donc passer admin. C'est cool. Du coup, on peut percer. Top! Eh bien, messieurs, dames, merci, de votre, implication, échange sur le chat ainsi que, détermination pour rester parce qu'on a fait quand même, on a fait quoi? On a fait 3 heures ish de live. Je suis éclaté de fatigue. Je n'ai plus de salive, je n'ai plus de lèvres. Passez une bonne soirée et rediff d'ici quelques jours. Salut! Bam!